Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Le sujet est en effet passionnant. Comment adapter sa gouvernance pour mieux naviguer dans un contexte de mutation profonde? Comment l'enrichir pour mieux s'adapter? C'est vrai que cette nouvelle voie de la gouvernance partagée est explorée par nombre d'entre vous comme une réponse pour composer avec les nombreux freins à la décision et à l'exécution auxquels vous êtes confrontés, complexité multidimensionnelle des problèmes, difficulté de la mesure, critique simpliste et manichéenne, bataille sémantique, sentiment d'urgence variable. Emery Jacquilla et Vincent Perrotin vont tenter l'exercice non pas de vous apporter des réponses, mais plutôt de vous partager pourquoi ils se sont engagés dans l'expérimentation de la gouvernance partagée, comment ils s'y sont pris et ce qu'ils en retirent. Alors, je pense que vous connaissez certainement Emery Jacquilla et Vincent Perrotin, mais peut-être un mot sur chacun d'entre eux. Je les remercie à nouveau d'être parmi nous ce matin. Cher Emery, tu as 52 ans. En 95, je crois, hein, si je ne me trompe pas, en 95, 2 ans après ta sortie d'HEC, tu lances en France Matelsom, un concept de vente à distance de matelas importé des États-Unis. En 2009, tu relances Canif sur le modèle d'entreprise à impact positif. Le 20 décembre 2018, tu co-crées la communauté des entreprises à mission, entre autres avec moi d'ailleurs, et j'en suis très contente, une association loi 1901 d'intérêt général qui a pour objectif de faire vivre et de promouvoir l'entreprise à mission comme modèle d'entreprise du 21e siècle et dont tu as été président jusqu'à hier ou jusqu'à la fin de cette semaine, puisque la gouvernance de l'association a été renouvelée. Canif a adopté la qualité de société à mission en novembre 2020 et fin 2021, tu décides de sceller le destin de Canif à Maïf, qui rachète la majorité du capital. Donc, deux sociétés à mission qui se sont rapprochées. Cher Vincent, merci à nouveau d'être avec nous. Tu es directeur RSE du groupe FDJ depuis 2018 et membre du comité de direction. Tu as conduit la démarche d'élaboration de la raison d'être FDJ, menée en parallèle du processus de privatisation et d'introduction en bourse du groupe en 2019 et qui aboutit à son approbation par l'Assemblée générale et à son inscription en préambule du statut d'entreprise en juin 2020. Tu es également secrétaire du comité des parties prenantes du groupe, installé en décembre 2020 afin notamment de suivre la mise en œuvre des engagements pris par FDJ en application de sa raison d'être. Tu es arrivé en 2015 au sein de FDJ. Tu as été jusqu'en 2018 directeur du cabinet de la présidente, donc Stéphane Palaise. Et auparavant, tu as effectué un début de carrière au sein de la Direction générale du Trésor du ministère de l'Économie et des Finances. Merci à nouveau à tous les deux. Alors, bonjour à toutes et tous. Pour se présenter également, donc nous sommes Anne-France Bonnet et Aurélie Noailles. Nous faisons toutes les deux parties du cabinet de conseil Nova Vista, qu'on va peut-être vous présenter en quelques mots. Donc, Nova Vista, c'est un cabinet de conseil qui a été créé en 2009 et qui accompagne les organisations et les dirigeants à définir leur contribution sociétale et à l'inscrire au cœur de leur projet. Donc, nous les accompagnons à expliciter, à déployer et à mesurer leur engagement. À savoir aussi que nous avons rejoint, il y a un peu moins d'un an maintenant, le groupe KEA, qui est le premier cabinet de conseil européen société à mission et qui, lui, accompagne de manière systémique les dirigeants dans la transformation responsable de leurs activités et de leurs organisations. Ce qu'on veut vous proposer tout au long de ce webinaire, c'est de pouvoir poser vos questions via un système Klaxoon, alors qu'on utilise régulièrement si vous avez déjà participé à certains de nos webinaires. Donc, vous pouvez vous connecter en ligne ou à l'application Klaxoon en scannant le QR code. Si vous choisissez de le faire en ligne, c'est l'adresse du site internet qui s'affiche à l'écran avec le code qui est écrit en dessous. Et donc, on vous invite tout au long des témoignages à venir poser des questions ou faire des remarques sur les post-it que vous propose l'application. On prendra à la fin des échanges une vingtaine de minutes pour découvrir vos questions et puis pouvoir y répondre voilà, au fil des envies de nos deux témoins. On peut aussi poser des questions en fil. Alors, on va privilégier Klaxoon. Pour certains, voilà, si jamais vous avez des difficultés à vous connecter, n'hésitez pas à les mettre effectivement dans le fil. Alors, avant de... Ouais. Merci.
Oui, alors ce qu'on voulait vous proposer aussi, c'est d'avoir en tête, en termes d'angle d'écoute, d'avoir en tête la mission CAMIF et la raison d'être FDJ. Donc, à titre de rappel, donc CAMIF, sa mission, proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, associés à 5 objectifs statutaires, donc les 2 étant inscrits dans les statuts, et avec un comité de mission qui est aussi un élément statutaire de CAMIF. Donc, comité de mission, je suis désolé, Emery, je sais qu'il a légèrement évolué. Je vois que ta main est levée. Tu nous excuses. Voilà, donc il y a une personne en plus qui n'est pas présente. Tu pourras en dire un mot tout à l'heure. Tu veux peut-être le dire tout de suite, je ne sais pas si tu veux. Oui, en fait, non, je voulais juste rajouter que tu as coupé notre raison d'être en deux, ma chère Anne-France, puisque la deuxième phrase, c'est mobiliser notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et j'y tiens beaucoup à cette deuxième phrase parce qu'elle a été co-construite avec les parties prenantes et on a mis 2 ans et demi pour rédiger les 2 phrases de la raison d'être. Donc, Ah, alors attends, c'est une erreur tragique. oui, c'est tragique. Oui, c'est tragique. C'est pas grave. En effet, elle est plus longue que ça et c'est important de le noter. 1000 excuses. Donc, ce qui est important, en effet, mais ça, je pense, Emery, tu le rediras, c'est que le texte que vous avez sous les yeux, qui est malheureusement tronqué, en effet, est un texte qui a été co-construit pendant quasiment 2 ans, on va dire, et aujourd'hui, qui est la grille de lecture, la grille d'arbitrage, le cadre de pensée de l'équipe, et bien sûr de l'instance dont Émilie vous parlera tout à l'heure, qui est le comité de mission. Et si on passe du côté de FDJ, donc FDJ qui a une raison d'être statutaire et des engagements, et bien sûr un comité de parties prenantes. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la composition, et ça Vincent vous en reparlera, une composition qui est différente, plus de membres, une présidente, ce qui n'est pas le cas du comité de mission de CAMIF, donc avec, vous le verrez également, et vous en parleront, des modes de fonctionnement qui leur sont spécifiques à chaque fois. Donc, sans plus attendre, ce qu'on voulait vous proposer avec Auréline à tous aussi, c'est peut-être de poser quelques idées avant de laisser la parole à Emery et à Vincent. Alors, effectivement, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, donc ce matin, la question que nous voulons explorer ensemble est la suivante. En quoi enrichir sa gouvernance en l'ouvrant sur son écosystème permet de mieux s'adapter, donc en particulier aux enjeux de demain? Ce qu'on voulait rappeler en préambule, c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise, un des grands enjeux est d'arriver à se penser en société. La place de l'entreprise comme acteur central dans les transitions environnementale, sociale à mener ne fait plus débat. Et c'est d'ailleurs une des propositions qui a été intégrée dans la loi Pacte en 2019, qui définit l'entreprise comme forcément connectée à son écosystème et l'incite en ce sens à se doter d'une raison d'être ou d'une mission pour exprimer la place qu'elle souhaite prendre dans la société. Et on voit que ces objets, raison d'être et mission, sont assez nouveaux finalement dans le registre des objets de management et de gestion. Et contrairement aux objets utilisés habituellement que sont la vision, la stratégie, les projets d'entreprise ou encore les valeurs qui concernent l'entreprise à l'intérieur de ses frontières, quand on commence à parler de raison d'être et de mission, on s'ouvre et on adresse la société dans son ensemble. Donc, dans ce contexte où on tend à décloisonner l'entreprise et à la penser hors de ses frontières, on se dit que la mise en place d'une gouvernance aussi ouverte, en miroir, est finalement un levier intéressant pour poser un cadre qui permettra de prendre des décisions et des arbitrages, probablement avec une multidimensionnalité et une complexité à avoir en compte de façon peut-être plus aisée. Donc, on voit vraiment l'ouverture de la gouvernance comme un moyen d'accompagner la manière de l'entreprise de se penser en société. Et en effet, en miroir, je regarde Manon, voilà. En effet, en miroir de ce que vient de vous dire Auréline, si on regarde les conséquences de la proposition de la loi Pacte, on voit bien qu'on a une gouvernance institutionnelle que l'on connaît, qui est classique, avec des administrateurs qui ont un pouvoir de surveillance, des actionnaires qui ont un pouvoir souverain,
des dirigeants qui ont le pouvoir exécutif. Et donc, en miroir de ce nouvel objet raison d'être et mission qui nous sert un peu d'élément de transition pour comment dire, s'intégrer à son contexte sociétal, il y a cette idée de gouvernance partagée à travers ces nouveaux organes de gouvernance qu'on peut appeler comité de mission, comité raison d'être ou autre. Et après, comment nommer ce nouveau pouvoir? Ce qu'on vous propose aujourd'hui, qui est peut-être insuffisamment signifiant, c'est peut-être un pouvoir d'influence, puisqu'il n'est ni décisionnaire, ni uniquement évaluateur, mais il arrive pour ouvrir et enrichir les arbitrages, comme on l'a dit en introduction. Peut-être d'ailleurs que Emery et Vincent proposeront autre chose que pouvoir d'influence, mais voilà. Donc là, on est vraiment dans une ouverture progressive et très exploratoire. Et pour continuer sur ce miroir, là aussi, toutes les entreprises qui expérimentent cette gouvernance partagée expérimentent également des interactions avec les instances préexistantes. C'est-à-dire comment on articule un comité de mission ou un comité raison d'être avec les instances exécutives. Est-ce que le directeur général ou le président intervient dans les comités de mission? Est-ce que les actionnaires sont membres du comité de mission? Est-ce que le président du comité de mission est invité permanent du conseil d'administration? Voilà, il y a tout un tas d'expérimentations qui sont en cours et dont Vincent et Emery nous parleront. Mais là, à nouveau, il n'y a pas de modèle unique. Et peut-être dernier point en guise de préambule, on voulait aussi souligner qu'il n'y a pas de modèle unique, il y a aussi un chemin de progrès et de mise en place. Il va y avoir un enjeu, quand on parle de comité de raison d'être ou comité de mission, à accompagner une prise de rôle qui est là aussi assez nouvelle dans l'organisation. Et donc, on va devoir soutenir une montée en maturité progressive de cette nouvelle instance. Donc, on représente ici le fait que quand on parle de comité de raison d'être ou comité de mission, on n'est pas sur un simple comité de parties prenantes au sens classique de ce qu'on a pu utiliser par les années passées au titre de la RSE. Et c'est vrai que dans un comité de parties prenantes, on peut le voir comme un groupe de personnalités que l'on choisit chacun pour une expertise propre et qui vont venir donner leur avis sur leur champ d'expertise, donc amener plutôt une vision individuelle de certains enjeux pour lesquels ils ont été mobilisés, alors que tout l'enjeu d'un comité de raison d'être ou de mission, ça va être de commencer à former un collectif qui contribue collectivement, au-delà d'une somme d'individus, mais qui se place au service de l'entreprise et qui comprend les enjeux de l'entreprise, son projet, et veut l'accompagner dans son cheminement vers sa raison d'être et ses engagements ou vers sa mission. Donc voilà, bien avoir en tête que, comme le disait Emery pendant qu'on préparait, une gouvernance, c'est avant tout un collectif d'êtres humains. Et donc, il y a le temps aussi de la formation de ce collectif pour qu'il soit véritablement un outil utile à l'entreprise qui se dote de ce comité. Alors, ce qu'on veut vous proposer maintenant, c'est de donner la parole à nos témoins. On va vous afficher les quelques questions qu'on voulait leur poser, comme ça vous aurez en tête le déroulé de ces questions. Donc, on en a 5, si on arrive à toutes les faire, c'est super. On se dit environ quelques minutes de réponse pour chacune des questions. Donc, l'un et l'autre, Emery et Vincent, peut-être nous rappeler pourquoi vous avez choisi de vous doter de ce nouvel organe de gouvernance. Deuxièmement, comment est-ce que vous le positionnez dans l'organisation? Quel rôle, comportement, posture, profil, composition de ce comité? Comment est-ce qu'il interagit avec les instances existantes? Et puis, peut-être un cran plus concrètement, quel sujet est-ce que vous leur donnez à traiter et comment est-ce qu'on prend ces sujets avec eux? Et ce qui sera intéressant aussi, c'est de ne pas hésiter à dire comment ça a évolué aussi, parce que ça évolue beaucoup. Alors peut-être pour commencer, donc pourquoi un nouvel organe de gouvernance? Pourquoi vous l'avez imaginé? Et on va peut-être commencer par Emery, sachant qu'on va essayer de traiter toutes les questions et d'être assez timé dans les prises de parole des uns et des autres.
Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-France pour cette invitation et ce sujet passionnant de la gouvernance. Je crois qu'une des clés de la transformation de l'entreprise, c'est sa gouvernance, c'est comment on décide, quel choix on fait, à quoi on renonce, et c'est ce à quoi sert la gouvernance d'une entreprise. Et une bonne gouvernance d'entreprise, c'est une entreprise qui est riche. Nous, le sujet de la gouvernance s'est posé à un moment, en fait, à l'issue de 2 rencontres dans le parcours CAMIF qui ont eu lieu toutes les 2 en 2013. D'abord, la rencontre avec un des fonds d'impact qui est rentré dans notre capital en 2013, Citizen Capital, qui nous a pas mal challengé sur comment on structurait l'impact positif du projet CAMIF, qu'on sentait déjà avec l'engagement qu'on avait pris au moment de la relance sur le Made in France, sur la consommation responsable, mais qu'il a fallu clarifier, affirmer et piloter. Et à ce moment-là, juste parce que moi, Camille, c'est une PME, on est 80 personnes, on fait une quarantaine de millions de chiffre d'affaires. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment de conseil d'administration ni de comité stratégique. Et quand ils sont rentrés dans le capital, la première des choses qu'ils ont souhaité faire, c'était de mettre en place un comité stratégique. Donc, ça a été quelque part notre premier temps de structuration de la gouvernance de l'entreprise. Et dans le comité stratégique, on avait le représentant des actionnaires, mais également quelques administrateurs extérieurs. Et puis la deuxième rencontre qui nous a conduit à faire évoluer la gouvernance, c'est celle avec des chercheurs, Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, qui pendant la crise financière de 2008, qui comme tout le monde le sait a été générée par la chute de la Camich puisqu'elle a fait faillite, puis ça a traîné celle de Lehman Brothers, puis la crise financière mondiale, eux se sont dit mais en fait c'est pas une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Et il y a urgence à refonder l'entreprise parce qu'au fond, on a oublié pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, et à mettre le profit et le partage du profit dans l'objet social de l'entreprise, c'est tout à fait insuffisant. Le partage du profit entre actionnaires ne peut pas être le seul objectif d'une entreprise. Et donc, ils avaient imaginé un modèle dans leur laboratoire, la chaire théorie de l'entreprise, qu'ils ont appelé la société à objet social étendu. Pour convaincu que voilà, il fallait donc remettre au cœur de l'objet social même de l'entreprise une mission, une raison d'être, des objectifs sociaux, environnementaux, en fait la raison de pourquoi l'entreprise existe et à quoi elle sert, en quoi elle est utile pour la société. Et ils ont tout de suite compris que c'était bien de pouvoir inscrire une mission dans des statuts, mais que si on voulait vraiment qu'elle soit une force d'innovation, de transformation du modèle de l'entreprise, il fallait la doter d'une gouvernance spécifique. Et c'est une des vraies singularités, finalement, on a retrouvé ce modèle dans la loi Pacte quelques années après, tu l'as dit, Anne-France, une des vraies singularités de la loi Pacte par rapport à tous les autres modèles de cadres légaux qui existent dans d'autres pays pour structurer l'engagement des entreprises, avec la Società Benefit en Italie ou en Espagne récemment. La France est le seul pays au monde où on a créé une gouvernance dédiée à la mission de l'entreprise. Et c'est intéressant parce qu'ils sont partis de ce constat que finalement, on parle beaucoup de l'entreprise. Mais l'entreprise n'existait pas en droit. Elle n'était pas qualifiée en droit. L'entreprise, elle n'est pas dans le droit. C'est le droit des sociétés. Or, si on regarde la gouvernance des sociétés, la société, elle est gouvernée par un conseil d'administration qui représente finalement les actionnaires. Principalement. Et il y a une petite voix qui est donnée aux salariés avec les CSE, etc. Mais finalement, on n'a personne qui défend au fond l'entreprise. Et c'est donc pourquoi ils ont souhaité que dans leur modèle, il y ait on appelait ça la cellulose au début, la cellule à l'objet social étendu, qui était en fait l'ancêtre de notre comité de mission, qui soit entièrement dédié finalement à gouverner la mission de l'entreprise, c'est-à-dire le pourquoi l'entreprise existe, ses objectifs socio-environnementaux, et uniquement focusé là-dessus. Et du coup, nous, on a créé à ce moment-là, puisqu'on a fait l'expérimentation avec Camif du cas d'école de ces chercheurs des mines, on a créé tout de suite la cellulose, qui est donc la cellule à l'objet social étendu, en confiant dans un premier temps comme objectif, mais on y reviendra, le fait de définir la mission de l'entreprise. Donc voilà en gros ce que je peux dire. C'est sûr qu'aujourd'hui l'entreprise, elle appartient plus à ses actionnaires. Elle appartient pas uniquement à ses actionnaires. Au fond, si on veut utiliser l'acronyme CAMIF pour symboliser les parties prenantes de l'entreprise, le C, les clients, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, le F, les fournisseurs.
l'entreprise, si on enlève une des lettres du mot CAMIF, ça ne veut plus rien dire, ça ne tient plus. Donc, je crois qu'il manquait quelque chose dans la gouvernance d'entreprise. Et ce qui manquait, c'est la représentativité en fait de l'ensemble des parties prenantes, parce que l'entreprise, c'est un projet collectif. Et la question clé, c'est quel pouvoir on donne à ces organes de gouvernance. Parce que si c'est juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'influence, voilà. Donc ça sera la question d'après. Oui, tout à fait. Donc, si je synthétise, Emery, donc, premièrement, très tôt, avant même d'ailleurs l'adoption du statut, enfin de la qualité de la société à mission, ce qui est intéressant, c'est que tu portes la voix d'une PME et la conviction que tu avais à l'époque, c'était de se dire représentation des parties prenantes pour amener de la valeur et de la pérennité au projet CAMIF à travers la création de la cellulose, donc en effet qui était bien avant que tu adoptes la qualité de la société à mission. Donc c'est intéressant en rebond, Vincent, que tu nous partages ton pourquoi avoir installé cette instance, donc le comité raison d'être FDJ. Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là? Oui, alors d'abord bonjour à tous et ravi d'être là aussi avec vous sur ce sujet dont voilà, passionnant comme l'a dit Emery. Alors nous de notre côté, puisque nous effectivement on a créé ce comité des parties prenantes qui est un comité raison d'être effectivement fin 2020. Je dirais il y a une raison qui était un peu contextuelle et en fait il y a une raison de fond plus fondamentale qui est celle qu'Emery a évoquée. La raison un peu contextuelle, c'était que au moment où en fait la loi Pacte est arrivée, nous dans la loi Pacte, il y avait une disposition qui organisait notre introduction en bourse et notre privatisation. Donc on était à un moment clé de la vie de l'entreprise et on a avec Stéphane Pallez immédiatement finalement considéré que c'était une opportunité de s'inscrire dans ce nouveau cadre, de formaliser notre raison d'être et finalement d'en faire ce qu'on allait vendre aux investisseurs, c'est-à-dire voilà, notre pitch auprès des investisseurs, c'était notre raison d'être et c'était ça l'histoire qu'on voulait raconter au marché à un moment qui était important pour nous. Et donc, dans ce contexte, qui était un moment quand même de changement important, finalement, on avait besoin à la fois d'une instance pour crédibiliser les engagements qu'on prenait, puisqu'on a pris des engagements en application de notre raison d'être. Il fallait qu'on montre que ce n'était pas juste quelque chose qu'on faisait parce qu'on en avait besoin à un instant T. Il fallait qu'on le crédibilise. Et donc, ce comité, il avait ce premier rôle, vérifier la mise en œuvre des engagements issus de notre raison d'être, nous dire si on va dans la bonne direction ou pas. Donc, ça crédibilisait les choses. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'était aussi, je pense, conforter la trajectoire justement d'entreprise qu'on proposait à ce moment-là, qui n'était pas une trajectoire de révolution, qui était une trajectoire en fait de continuité de l'entreprise, avec une gouvernance nouvelle, avec un contexte d'introduction en bourse, mais qui en fait était une continuité avec un modèle historique, puisqu'on est une entreprise qui est issue des gueules cassées, de la loterie nationale dans les années 30, on a 90 ans d'existence, on les fête cette année, et en fait, ce qu'on voulait, nous, c'est s'inscrire dans une continuité. Et pour ça, il fallait qu'on réunisse aussi autour de la table nos parties prenantes clés, justement, et pour travailler sur nos engagements et incarner cette continuité. Donc ça, c'est la première grande raison. Mais je pense qu'il y a une raison de fond aussi qu'Emery a évoquée. Alors, dans le contexte FDJ, c'est un peu différent, mais nous, on a depuis très longtemps un dialogue avec nos parties prenantes. Alors, on n'a pas été aussi pionniers que la CAMIF, je dois le dire, mais ça faisait 10 ans qu'on avait déjà des instances de dialogue avec nos parties prenantes, essentiellement parce qu'on est sur un secteur d'activité, le jeu d'argent, qui comporte des risques et des dommages particuliers pour certains publics. Donc, les questions d'addiction, de santé publique, elles sont au cœur de notre modèle depuis le début. Et donc, ça faisait plus de 10 ans qu'on avait un comité, plusieurs instances, en fait, un comité d'experts nous permettant de dialoguer et en fait de consulter des experts sur des dispositifs très concrets pour limiter nos impacts en matière de santé publique. Et on avait élargi ça à un forum, un laboratoire sociétal qu'on a appelé de dialogue avec la société civile. Mais il nous manquait quelque chose, en fait. C'est qu'on avait des dialogues parties prenantes qui étaient cloisonnés. Il nous manquait une instance de dialogue multi-parties prenantes. Et pour incarner ce qu'expliquait Emery, c'est que, au fond, ce qui fait avancer une entreprise, c'est pas juste une collection de parties prenantes mises dans des cases.
c'est des interactions entre l'entreprise et ses multiples parties prenantes et la façon de trouver des consensus pour avancer. Et donc ça, je pense que c'est l'autre raison qui nous a poussé à créer cette instance. Je pense que 4 ans après, ou un peu plus de 3 ans après, on en est particulièrement convaincu que c'était ce qu'il fallait. Voilà. Mais je pense que ça vient, et je pense que c'est un peu ce que disait Emery, créer un comité des parties prenantes, créer un comité de mission, créer un comité de raison d'être, c'est pas quelque chose qu'on se dit et 6 mois après on le fait. Ça vient à la fin d'un processus d'apprentissage, je pense, et je pense que c'est un long processus et on ne cesse finalement d'évoluer avec ce type de gouvernance. Et je pense que c'est ce qui fait sa richesse. Merci Vincent. On retient quand même qu'au-delà de l'enjeu d'exigence et crédibilité que tu as cité, tu as aussi cité un enjeu que n'a pas abordé Emery, qui est celui de la continuité. C'est-à-dire que ton comité raison d'être, vous l'avez aussi imaginé pour amener de la continuité dans le projet de l'entreprise. Voilà. Et évidemment, au-delà de ce que tu nous as partagé sur l'enjeu d'avoir une vision holistique et pas silotée partie prenante par partie prenante. Donc, merci beaucoup. Et peut-être qu'on aborde le deuxième point. Oui, alors deuxième point, peut-être je vous propose de fusionner avec le troisième, qui était aujourd'hui, comment est-ce que vous positionnez cette nouvelle instance? Et c'est peut-être intéressant de voir la dynamique aussi, de comment est-ce que petit à petit, cette instance s'est positionnée. Et puis, si vous voulez aussi peut-être dire un mot du rôle des comportements, des postures, des profils de votre comité. Comme ça, on a aussi en tête finalement qui et comment, voilà, compose vos comités. Donc là, on n'est plus dans le fameux sujet du pouvoir, parce qu'on voit bien à quel point ce sujet rend fébrile certains dirigeants, parce qu'on parle de renouveau des systèmes de pouvoir. Donc, comment vous avez pris ces sujets-là? Emery, peut-être en rebond. La place du comité de mission, enfin, on a appelé ça la cellulose au début, elle s'est faite progressivement. Le premier rôle qu'on a confié au comité de mission, à la cellulose, c'était de définir la mission de l'entreprise. Ça a pris 2 ans et demi et ça a tenu dans les 2 phrases que tu as montré tout à l'heure, Anne-France, sachant que la deuxième phrase a été largement guidée par nos échanges qu'on a eus avec nos fournisseurs, qui nous ont dit au fond, c'est pas tant le chiffre qu'on fait avec Camif qui fait qu'on aime travailler avec vous, mais c'est la façon dont vous nous challengez, quand vous faites le tour du Made in France, que vous venez nous rencontrer au cœur des usines avec des clients, qu'on travaille en atelier collaboratif l'après-midi avec des ouvriers, des clients, des collaborateurs, que vous nous challengez sur l'économie circulaire. Ça, personne faisait ça en 2013 ou 2014. C'était extrêmement innovant et ça les a challengés. Et du coup, ça nous a guidés à intégrer cette deuxième phrase dans la raison d'être. Donc, la première mission, ça a été de définir la mission de l'entreprise. Je peux dire ça comme ça. Ensuite, il y a eu beaucoup d'itérations entre le comité de mission et les collaborateurs. Et via le comité exécutif de Camif, qui est le Polygone, pour essayer de traduire opérationnellement et d'ancrer dans le modèle économique de l'entreprise, dans ses pratiques, au cœur de l'offre, la raison d'être pour la traduire en objectifs sociaux, environnementaux. C'est les 5 objectifs de mission qui sont inscrits dans nos statuts depuis 2017. Donc, finalement, il y a eu un dialogue. Et je crois que cette question de dialogue, elle est centrale parce que c'est par le dialogue qu'on va trouver la place de chaque et la pertinence et la valeur ajoutée de chaque organe de gouvernance de l'entreprise. Et du coup, l'enjeu clé pour que le comité de mission prenne sa place, c'est qu'on crée un vrai dialogue. Le rôle est évoluant, le dialogue évolue aussi. Récemment, dans les 2 dernières années, enfin depuis l'adoption de la qualité de société à mission officiellement dans la loi Pacte, c'était en 2020 pour Camif, l'enjeu, ça a été de traduire la mission, c'est-à-dire la raison d'être et les objectifs de mission dans une feuille de route applicable, opérationnalisable, je dirais, par les collaborateurs. Parce qu'une fois que la mission est claire, que la feuille de route est posée, elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Et ça a été aussi un très gros travail, très collaboratif entre les collaborateurs, le comité stratégique
et le comité de mission pour arriver à une grille et à un modèle de la mission qui aujourd'hui nous sert pour piloter l'entreprise et qui est au cœur de notre stratégie. Et c'est là où on touche du coup et où on frotte quelque part avec le comité stratégique, parce que le comité stratégique, il est aujourd'hui composé des actionnaires. Alors depuis l'arrivée de la Maïf, puisque tu l'as rappelé aussi, on fait partie du groupe Maïf depuis l'année dernière, on a entièrement revu la composition du comité stratégique, qui a été donc les actionnaires historiques ont été remplacés par des administrateurs Maïf, c'est normal. Par contre, le comité de mission, lui, il n'a pas beaucoup changé. On a juste rajouté une administratrice Maïf dans le comité de mission parce que nous, notre vision, c'est que si on veut que le comité de mission soit juste et qu'il défende bien la mission de l'entreprise, il faut qu'il soit représentatif des parties prenantes, parce qu'elles vont nous apporter finalement la valeur créée par l'entreprise, qu'elle soit économique, sociale, environnementale. Elles vont nous apporter un challenge sur les objectifs de mission qu'on s'est fixés. Elles vont nous apporter ce regard un peu extérieur et 360 qui va venir enrichir le projet de l'entreprise. Donc, voilà, donc c'est une place qui se prend au fur et à mesure, qui évolue au fur et à mesure. Mais qui met l'entreprise en tension, parce que quand le comité de mission dit en fait dans la feuille de route on inscrit pour chaque objectif de mission un renoncement, parce que une façon de transformer l'entreprise, c'est aussi renoncer à des activités, parce que ça déstabilise un peu la boîte, hein, donc c'est là où ça crée de la tension avec le comité stratégique, parce qu'à court terme, c'est pas bon pour le chiffre d'affaires, mais c'est une façon de s'aligner qui est excellente, c'est une façon du coup mettre en mouvement l'entreprise et d'accélérer la transformation de l'entreprise. Les renoncements, c'est vraiment un sujet qui vient frotter avec le comité stratégique, parce que les actionnaires, s'ils n'ont pas une vision de temps long, ils vont jamais accepter les renoncements. Donc, quand en 2017, on avait inscrit la mission dans les statuts et qu'on avait les objectifs de mission, le premier objectif de mission, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, et que je porte devant le comité stratégique la décision de fermer, de renoncer donc au Black Friday, donc de fermer le site camif.fr, parce que c'était juste tout à fait en adéquation avec la mission qu'on venait d'inscrire dans les statuts. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique. Et là, il a fallu que je tienne la place et la position du comité de mission, qui est de dire, il faut s'aligner, il faut être sincère, parce que si on veut défendre la consommation responsable et informer et sensibiliser, bah oui, Camif ne peut pas faire le Black Friday et il peut profiter de ce jour-là pour au contraire passer un message. Par rapport à la surconsommation, il y a peut-être une autre façon de faire. Ça s'appelle peut-être consommer moins et consommer mieux, et c'est le projet Camif. Pendant 2 heures et demie, mes actionnaires ont été vent debout. Et tout bon fond d'impact qu'ils sont, ils disaient, ouais, bon, écoute, on est d'accord qu'il faut défendre la consommation responsable, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à fermer. Et moi, j'ai soutenu l'inverse. J'ai dit, c'est pas avec de l'eau tiède qu'on va changer le monde. Et il faut aller au bout, et ce sera la seule façon qu'on en parle. Effectivement, on en a beaucoup parlé après, grâce à ça. Et sur le temps long, parce que là aussi, je crois que c'est très, très important d'insister sur la gouvernance, la composition de ceux qui sont dans la gouvernance. Quelle est leur vision du temps long? Quel est leur rapport avec le temps long? Parce que si on n'inscrit pas le projet d'entreprise sur du temps long, on va défendre des intérêts très court terme, et souvent, les intérêts des actionnaires ne sont pas toujours alignés avec les intérêts de l'entreprise. Et les intérêts des salariés, c'est pareil, ils ne sont pas toujours alignés avec les intérêts de l'entreprise. Parfois, il faut investir, parfois, il faut faire des efforts, parce que sinon, l'entreprise ne va pas réussir à passer le cap, à s'adapter à une transition écologique ou à un environnement qui évolue très vite. Voilà, donc cette vision du temps long, le comité de mission, il l'a, parce qu'il n'a pas d'enjeu, en fait, les membres du comité de mission. Voilà, nous, on a pris des représentants des parties prenantes. Donc, on a par exemple Cathy Dufour, qui est la déléguée générale de l'ameublement français, qui arrive au comité de mission avec tous les enjeux sectoriels en tête. Et ce qui est extraordinaire, parce que du coup, ça nous aide énormément, nous, pour développer des projets qui vont servir, qui vont être utiles à la transformation de notre filière. Quand on développe l'économie circulaire, des projets économie circulaire, ça fait bouger les habitudes de nos fabricants.
quand on lance le premier matelas fabriqué à partir du jeu matelas recyclé, c'est de la coopération, c'est du temps long et c'est aussi des nouvelles pratiques que nos fabricants, quand on travaille avec 125 fabricants français, ils sont tous un peu la tête dans le guidon. Donc voilà, et ça, c'est mis en tension donc, par le comité de mission. Bon, après, Merci Emery pour ces partages. Emery, avant de passer la parole à Vincent, si en un mot, tu devais décrire le pouvoir du comité de mission, on a proposé tout à l'heure le pouvoir d'influence, mais ça décrit assez mal. Pour moi, c'est le principal pouvoir du comité de mission parce qu'il est indépendant, et c'est ce qu'ont voulu les chercheurs d'ailleurs, qu'il soit indépendant du conseil d'administration, donc qu'il ne soit pas à la main des actionnaires exclusivement, mais qu'il soit à la main de personnes qui sont parties prenantes ou pas. D'ailleurs, il y a aussi des personnalités extérieures qui ne sont pas des parties prenantes. Toi, Anne-France, tu fais partie de notre comité de mission. Tu n'étais pas une partie prenante, mais tu étais une experte des sujets de l'engagement de l'entreprise et c'était chouette de t'avoir dans tout ce processus. Donc, c'est quelque part une façon, le comité de mission est le garant finalement de la mission de l'entreprise. Et donc, son pouvoir, c'est de pouvoir dire à un moment donné, non, l'entreprise ne va pas dans la bonne direction. Si elle s'est dotée de cette mission, si cette mission elle est dans les statuts, alors l'entreprise ne peut pas prendre cette décision, ne peut pas lancer cette activité. Elle doit renoncer. Et nous, tous les renoncements qu'on a faits, ils sont inscrits dans la feuille de route bâtie par le comité de mission. Renoncer en 2021 à tous les produits de grand import, c'est 7,4% de l'offre qui ont disparu. Hein. Donc, alors oui, sur le temps long, on sait que c'est bon parce que ça va renforcer la différenciation de Camif. Mais si j'avais eu que des actionnaires avec des lunettes court terme qui regardent des bidas tous les 3 mois, ça, on l'aurait jamais pris. En synthèse, tu n'arrives pas à décrire le pouvoir en un mot. Très compliqué. Mais voilà, c'était juste un test. On passe la parole à Vincent. Je te laisse réfléchir. Vincent, sur justement la position du comité raison d'être et la dynamique. Oui, alors, première chose, alors c'est vrai que nous, comme j'ai dit, nous, ce comité, on l'a installé, en fait, alors déjà, on l'a installé pendant la crise sanitaire, ce qui est quand même, ce qui était un sacré challenge, et on l'a installé, en fait, immédiatement après donc, notre première assemblée générale, voilà, finalement de groupes cotés, de nos groupes nouvellement cotés avant notre IPO. Donc, c'était un moment très particulier. Donc, nous, en termes de positionnement, comme je disais tout à l'heure, nous, on voulait que ce soit quelque chose qui compte, que ce ne soit pas quelque chose, je dirais, un gadget. Donc, première chose, on l'a positionné au niveau de la direction générale. Donc, notre président directrice générale et le directeur général délégué sont systématiquement présents à chaque réunion. Donc, c'est quand même important. C'est une instance de dialogue à haut niveau. C'est comme ça qu'on a voulu la positionner. Et d'ailleurs, voilà, on a une équipe dirigeante qui ne manquerait sous aucun prétexte nos réunions parce que voilà, ils y trouvent énormément de choses qui les nourrissent dans leur action quotidienne. Deuxièmement, on y a effectivement souhaité avoir une personnalité externe qui préside ce comité pour incarner cette indépendance dont parlait aussi Emery. Je pense que c'est un point très important. Troisièmement, on s'est dit qu'on voulait, on a construit une composition avec un certain nombre de parties prenantes. Je prends une illustration. On a les présidents des organisations, de nos grands réseaux de distributeurs, donc le président de la Confédération des buralistes, le président de Culture Presse, qui rassemble les plus de 20 000 marchands de presse en France, donc des parties prenantes clés pour l'entreprise. Une illustration, on a aussi des addictologues, évidemment, sur nos sujets de santé publique, c'est essentiel. Et on a aussi voulu des personnalités ayant des expertises transverses qui puissent nous apporter des choses sans forcément être au quotidien confrontés à nos sujets, à notre activité. Donc, on a une experte en intelligence artificielle et en éthique du numérique. Voilà, comment nous on interagit dans un contexte numérique avec des clients sur des questions de jeux d'argent, c'est pas complètement neutre. On a aussi un membre du manifeste pour un réveil écologique pour nous challenger sur les enjeux environnementaux. Voilà, donc on a essayé d'avoir un peu cet équilibre entre des parties prenantes d'un côté et des expertises clés pour l'avenir du groupe de l'autre. Et puis on a essayé aussi de mélanger des profils
je dirais, français, avec aussi des profils internationaux. Pour nous apporter un éclairage, on a une personne qui a présidé une loterie en Allemagne, voilà, et qui nous apporte ce regard européen. On a aussi une professeure de psychologie, voilà, qui est issue de Québec, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'addiction, d'ailleurs pas simplement sur le jeu d'argent, mais aussi sur d'autres produits comme l'alcool, donc au Canada, qui est un pays assez pionnier sur beaucoup de sujets, et ce qui, dans le but évidemment de nous inspirer. Et finalement, le positionnement, je dirais, la posture, nous, ce qu'on souhaitait, c'était, et c'est plutôt réussi, en tout cas dans les retours qu'on peut en avoir aujourd'hui, c'était pouvoir présenter les mesures, les feuilles de route qu'on mettait en application de nos engagements. Donc, effectivement, comme le dit Imri, il faut mettre en mouvement l'entreprise, hein, dont on l'avait fait de toute façon en co-construisant la raison d'être avec tous nos collaborateurs et nos engagements, mais il faut que ça soit intégré, les feuilles de route soient intégrées dans les plans d'action opérationnelle d'entreprise, parce que sinon ça ne marche pas. Et donc, présenter ces feuilles de route et puis comprendre auprès de nos comités, est-ce qu'on est dans la bonne direction, quels sont les points d'achoppement, pour que déjà ce soit une force qui nous mette en mouvement et une force de progrès. Et puis, plus fondamentalement, c'est ce comité, il a une capacité, en tout cas, de nous challenger, donc de nous apporter des nouvelles questions qu'on n'a pas vues ou de court-circuiter des fois des raisonnements qu'on a en apportant d'autres questionnements. Il a une capacité aussi, je le dis, de nous conforter des fois dans certaines de nos convictions. Voilà, moi je prends juste une illustration. Il y a eu l'Euro de football il y a bientôt 3 ans. Il y a eu un déferlement de publicité des opérateurs de paris sportifs à cette occasion. Nous, on a trouvé ça extrêmement choquant. Et on s'est dit que là, il y avait un sujet. Et donc, nous, on a réfléchi à faire des propositions tout simplement d'encadrement renforcé de la régulation sur la publicité des jeux d'argent. Et on a un petit peu hésité avant de sortir du bois fortement là-dessus. Et finalement, notre comité nous a dit, mais il faut y aller, vous, c'est pas votre modèle. Donc il faut au contraire que vous soyez plus proactif. Donc des fois, ça nous conforte. Et puis je dirais que ça nous inspire aussi, et ça doit nous inspirer pour penser le coup d'après. Et sortir des fois un petit peu aussi le nez du guidon. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Et ce que je dirais pour finir, c'est que on a un double rôle dans ce comité. On a à la fois une pluralité de profils, une diversité de profils qui nous amène en fait sur une problématique donnée toutes les nuances d'une palette de retours des uns et des autres, un peu un titre individuel d'une certaine manière. Et puis, il y a évidemment la façon dont ce comité vient nourrir un peu chacun. Je prends une illustration. Quand on a le président de la Confédération des buralistes ou de Culture Presse, ils représentent chacun plus de 20 à 25 000 adhérents qui sont des indépendants. Et bien, quand on évoque les questions de santé publique, d'addiction, on évolue, je dirais, chacun de son côté en disant, tiens, ça nous fait penser, on pourrait faire ça, on a tel rôle à jouer, ou sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans le réseau de points de vente, de 30 000 points de vente qu'on a sur le terrain. Donc, je pense que c'est aussi un endroit de fertilisation croisée avec nos parties prenantes qui est particulièrement intéressant, c'est comme ça qu'on le conçoit. C'est très juste, Vincent, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé ce point-là, à savoir qu'il y a une création de valeur au sein même de ces comités par l'échange croisé des points de vue. C'est très juste. Peut-être, comme je vois que l'heure tourne, sur ta lancée, Vincent, tu as commencé à aborder en fait le type de sujet qui était traité. Est-ce que tu pourrais nous partager finalement de façon plus concrète la fréquence de la tenue de cette instance, le timing de ces réunions, qu'on touche un peu plus du doigt, en fait, comment ça se passe en vrai, et peut-être aussi la façon dont les sujets ont évolué entre ce que vous traitiez en 2020 et ce que vous commencez à traiter aujourd'hui avec le niveau de maturité du groupe. Oui, alors en fait, c'est vrai que Imri l'a dit tout à l'heure, et j'avais rebondi, ces instances de dialogue, de gouvernance, en fait, elles sont évolutives. Et c'est ça qui en fait la force, en fait, et l'apport. Et il ne faut surtout pas les figer, parce que sinon on les tue, en fait. Et c'est là, au contraire, que les innovations, elles viennent. Et c'est ça qu'on a envie d'avoir. Donc nous, effectivement, on a vu que l'ordre du jour de ce qu'on mettait et la façon de mener les réunions évoluait avec le temps. On a commencé par une phase qui était indispensable, c'est-à-dire nous, on fait à peu près 3 réunions par an qui durent sur quasiment une journée, donc c'est quand même, on demande beaucoup de temps finalement à nos membres. Et on a commencé par dérouler nos engagements.
à raconter l'entreprise, dérouler chacun de nos engagements, les feuilles de route et les faire réagir sur… donc, on passait en gros 2 engagements par réunion, ce qui est déjà beaucoup en fait. C'était c'est un peu fastidieux en fait au début. En même temps, c'était passionnant parce que ça permettait à chacun de se plonger. Et puis nous, évidemment, d'apprendre aussi à interagir, à présenter nos sujets de manière intelligible pour un comité des parties prenantes avec des gens qui ne sont pas forcément des experts de nos sujets. Et puis, on a bien vu, ça c'était un peu la phase 1, la première année. La deuxième année, une fois qu'on avait fait ça, on a, et avec les retours qui nous ont été un peu demandés, on a un peu commencé à traiter le sujet avec des problématiques transverses qui pouvaient être à cheval sur plusieurs engagements. Et en fait, on a à ce moment-là essayé de faire évoluer la façon de faire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas juste nous à venir présenter des choses et puis avoir des retours, mais aussi faire intervenir nos parties prenantes, les membres du comité, pour éclairer une problématique avant que nous, on vienne présenter ce qu'on fait sur cette problématique. Typiquement, on a eu un sujet sur l'intelligence artificielle, comment on peut la mettre au service de nos politiques de jeu responsables, en particulier, ou de lutte contre le blanchiment, ou en tout cas tous nos enjeux d'intérêt public, et comment on le fait de manière éthique. Et donc, on avait fait intervenir Laurence de Villers, qui est une professeure au CNRS et spécialiste des sujets d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, pour nous présenter finalement comment ces sujets évoluent de manière transverse aujourd'hui autour de nous. Et après, éclairer finalement ce que nous, on allait présenter ensuite. Tu peux nous partager la fréquence des réunions, comment ça a bougé dans le temps? Oui, alors peut-être Anne-France, parce que tu m'as pris de court là quand tu m'as dit quel pouvoir là pour comment on qualifie le pouvoir du comité de mission et je pense qu'on pourrait le qualifier, tu sais, on voit beaucoup d'associations qui attaquent les entreprises parce qu'elles ne respectent pas les enjeux climatiques ou environnementaux dans leurs projets, avec le devoir de vigilance. Ben, je pense que finalement, le comité de mission, son pouvoir, c'est un pouvoir de vigilance. Je ne sais pas si ça pourrait répondre à ta question, mais il a un devoir d'alerte quelque part si l'entreprise dévie de sa mission. Il a un rôle de vigie par rapport à la boussole que l'entreprise s'est fixée. Si on dérive, il va pouvoir alerter le comité exécutif, les dirigeants, le conseil d'administration, et il a le devoir de rendre compte, le comité de mission, parce que dans la loi Pacte, on doit publier chaque année un rapport de mission. C'est le comité de mission qui va donc rédiger ce rapport de mission et donner son avis. Donc, il y a un avis critique sur les moyens qui sont mis en œuvre par l'entreprise pour atteindre ses objectifs, sur les résultats. Voilà. Et donc, il a ce devoir de rendre compte. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… C'est intéressant, c'est beaucoup plus juste que le pouvoir d'influence. Oui, je trouve. Est-ce que tu peux nous partager rapidement, parce qu'il est 49, on aimerait bien prendre les questions, mais nous dire comment ça a évolué, les interactions au sein du groupe, leur montée en maturité au sens, leur compréhension des enjeux de CAMIF et les évolutions des sujets qui ont été traités. Bon, ça a beaucoup évolué depuis le début de la cellulose. Beaucoup plus d'interactions opérationnelles, je dirais, avec une organisation aussi en interne qu'on a mise en place. L'année dernière, on s'est doté d'une organisation qu'on a appelée les référents missions dans l'entreprise, où on a à peu près aujourd'hui 20% des effectifs qui sont des référents missions, c'est-à-dire qui sont des binômes constitués de collaborateurs qui voulaient s'engager davantage dans la mission, parce qu'on fait une enquête de mission chaque année et on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de collaborateurs qui disaient on est très alignés avec la mission, mais on n'a pas l'impression beaucoup de contribuer, parce que quand vous êtes à la comptabilité ou à l'informatique, vous ne faites pas au cœur de l'économie circulaire, vous n'êtes pas au cœur de l'offre ou du marketing responsable. Donc, donc on a imaginé ce nouveau rôle, et donc ces référents mission, ils sont en interface avec le comité de mission, avec les membres du comité de mission, pour les faire plonger dans les problématiques opérationnelles, dans les leviers opérationnels de notre feuille de route de mission. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus dans le détail avec le comité de mission sur le suivi de la feuille de route et avec ces interfaces opérationnelles des référents mission. Voilà, les réunions, du coup, on a 4 réunions par an du
du comité de mission, mais on a aussi beaucoup d'intercessions entre ces réunions pour faire des zooms, des focus sur… Et au sein du comité de mission, on a aussi un peu spécialisé quelque part les membres du comité de mission sur nos 5 objectifs de mission, donc selon les préférences et les appétences des uns et des autres. C'est selon les sujets, sur le sujet de la santé, sur l'économie circulaire, sur le Made in France ou sur la consommation responsable ou sur la transformation d'entreprises et des filières. On a donc un couple là aussi de membres de comité de mission. Et ensuite, sur les interactions avec le comité stratégique, là, au prochain comité stratégique, on va présenter le rapport de mission. On le fait une fois par an, et ça, c'est bien. Ça permet aussi à tous les administrateurs de bien s'acculturer ce qui est fait au regard de la mission de l'entreprise. Et puis, on a dans notre composition, de par la composition, je veux dire, une bonne représentativité quelque part des administrateurs dans le comité de mission, puisque moi, j'y suis présent et en tant que président de la société et donc président du conseil d'administration, du comité stratégique, je participe à tous les comités de mission depuis leur création. On a également notre directeur général qui est dans le comité de mission. Et évidemment, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est une sorte d'évidence, puisque c'est dans la loi. Il y a aujourd'hui 4 salariés dans le comité de mission. C'est aussi une façon d'intégrer les collaborateurs au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Et ça me semble important. Et d'ailleurs, ces salariés ne sont pas des salariés élus, donc ce ne sont pas des élus. Et donc, ils n'ont pas forcément une représentativité du corps social de l'entreprise, mais ils vont témoigner au regard de leur appétence par rapport aux enjeux de la mission. Ils vont apporter leur expertise métier, ils vont apporter leur regard de comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, je trouve que dans le sujet des interactions, il y a un sujet qui est quand même assez clé, c'est bien la composition du comité de mission pour qu'il soit ancré dans le réel, ancré dans les pratiques de l'entreprise, et en même temps qu'il y ait des membres externes qui viennent oxygéner, apporter, mettre en tension l'entreprise, apporter de l'innovation aussi. Par exemple, dans notre raison d'être, on a la première phrase, c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Le et des services, on l'avait très très peu utilisé jusqu'à maintenant. Comité de mission, feuille de route de mission. Là, il faut lancer des nouvelles offres, de nouveaux services au bénéfice de l'homme et de la planète. Qu'est-ce que ça peut être? La seconde main. Et puis donc, pendant 18 mois, on travaille pour sortir, là, il y a quelques semaines, l'offre de location de chambre enfant, chambre bébé, parce que c'est vrai qu'on a un bon cas d'usage, là, parce qu'on fait des lits qui peuvent durer 50 ans, mais au bout de 50 ans, le bébé, il a envie de sortir de son lit à barreaux. Bon, voilà. Et ça, c'est une innovation. C'est un nouveau modèle économique, un nouveau modèle d'affaires pour nous, entièrement guidé par notre mission de faire de l'économie circulaire notre standard. Et donc, ça, c'est impulsé par cette innovation, elle est vraiment directement liée à la mission de l'entreprise. Évidemment, le comité stratégique a statué à un moment donné en disant, oui, OK, on valide l'investissement pour développer une offre de location. D'abord faire une étude et ensuite développer l'offre et ensuite mettre les moyens pour que ça fonctionne. Donc, c'est un exemple de comment l'innovation a été, comment le comité de mission a été un catalyseur d'innovation et comment ensuite, dans l'entreprise opérationnellement, ça a engagé un projet et comment au comité stratégique, ça a engagé une discussion sur OK, oui, on va lancer cet investissement parce qu'il est pertinent, il est lié à la mission, et puis on pense qu'il créera de la valeur pour l'entreprise. Merci, Emery. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rebondisse sur les questions des uns et des autres. Je pense que là, on a la synthèse des questions et du fil et de Klaxoon. Et j'imagine que Manon a tenté un regroupement par thème. On a des questions, alors plutôt en haut à gauche sur la place du comité de mission, notamment au regard du conseil d'administration. Quelles interactions? Est-ce que ça pourrait être une commission dédiée au sein d'un conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux? Plutôt sur la droite, j'ai l'impression qu'on a plutôt des questions de type assez opérationnel. Combien de temps on demande aux membres du comité de mission? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Comment est-ce qu'on arrive à les impliquer? Comment est-ce qu'on nomme son président? Est-ce qu'il y a des risques de conflit d'intérêts? Quelle fréquence aussi des réunions?
Et puis, en bas à gauche, peut-être des questionnements un peu stratégiques que vous avez abordés l'un et l'autre, hein, sur les choix, renoncements que ça peut amener à faire. Alors, on a un défi, c'est de répondre à ces questions en 5 minutes. Alors, on peut peut-être commencer par le volet peut-être plus opérationnel. Je pense que l'un et l'autre, vous pouvez en prendre un peu à la volée rapidement. Sur la rémunération, nous, on a eu des échanges là-dessus et on les aura chaque année sur est-ce qu'on doit rémunérer nos membres de comité de mission. Pour l'instant, on a une réponse des membres qui ont dit non, on n'a pas besoin d'être rémunéré parce que tant qu'on apprend autant qu'on apporte, ça nous va bien. Et c'est vrai que les membres du comité de mission, en participant au projet CAMIF, ils apprennent aussi des choses. Et donc, et quant aux salariés qui sont présents dans le comité de mission, ils sont payés, donc c'est sur leur temps de travail. Donc, il n'y a pas de raison non plus d'avoir une rémunération pour les salariés. Pour la rémunération. Même si je sais que dans les grands groupes qui ont beaucoup plus de moyens que CAMIF, le sujet de la rémunération se pose. Alors moi, peut-être pour rebondir sur ça, nous, on a fait également le choix de ne pas rémunérer les membres du comité, essentiellement aussi pour des questions de conflit d'intérêts. Enfin bref, on ne voulait pas que ça pose question. On a fait une petite exception, en tout cas pour la présidente, puisque en fait, on lui demande beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les réunions où il faut venir, il faut préparer en amont tout ça. Donc voilà, mais sinon pour nous, voilà, on n'est pas sur la rémunération. C'est ce qui fait un peu la différence aujourd'hui, aussi avec des comités du conseil, d'administration qu'on peut avoir. Et en termes de, parce que la question a été posée aussi des conflits d'intérêts, je pense que ça c'est un point important. À partir du moment où on a des parties prenantes, de fait, forcément, on a des liens. Enfin, je veux dire, sinon, si on veut avoir que des membres du comité qui n'ont aucun lien avec nous, qui ne sont pas nos parties prenantes, c'est plus ça. Donc, de fait, il y a bien des liens. Je pense que ce qui est important, c'est la transparence qu'on donne sur la composition du comité et que les membres assument évidemment tous d'être membres de notre comité. Et ils le font, d'ailleurs, ils l'assument bien, ils le disent, et je pense que c'est un enjeu de transparence fort pour dire d'où on parle finalement, et quand ces personnalités peuvent être interrogées peut-être à l'extérieur, d'être capable aussi d'expliquer pourquoi elles sont dans une instance de ce type. Je prends l'exemple notamment des personnes qui représentent la santé publique, ou en tout cas les questions de santé publique chez nous, hein. On a un addictologue, on a une professeure de psychologie, évidemment, c'est des sujets dont ils parlent, qui peuvent poser questions autour. Et donc, là-dessus, c'est de la transparence, à minima, qu'il nous faut. Et après, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont une parole libre, parce que s'il n'y a pas de parole libre, en fait, ça ne sert à rien. Donc, c'est aussi, je dirais que ça, c'est de l'informalité, c'est quelque chose, une culture qu'on arrive à construire dans un comité, mais je pense que c'est indispensable, évidemment, pour que ça nous fasse avancer. Voilà. Et peut-être, je prends juste au vol, au passage, la question sur l'articulation avec le conseil d'administration, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui nous occupe pas mal, et je pense qu'on pourra peut-être en parler avec Emery. Je pense que là, il y a vraiment un sujet sur lequel les questions sont différentes selon la taille d'entreprise, selon les modèles aussi de gouvernance dans les entreprises. Certainement pas la même chose dans une PME que dans une entreprise cotée comme nous. Dans une entreprise cotée comme nous, on a un comité RSE. C'est le comité RSE jeu responsable, et donc c'est un comité du conseil, donc il est dans la gouvernance décisionnelle de l'entreprise. Le comité des parties prenantes, comité raison d'être, il est à côté, donc c'est un comité consultatif différent, et donc on organise des interactions chaque année entre la présidente du comité des parties prenantes et qui vient en fait assister à une réunion du comité RSE et qui échange avec les membres du comité sur qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année écoulée, quels sont les points d'attention, qu'est-ce qui en ressort. Et je dirais que c'est la deuxième année qu'on le fait là, formellement, et on voit aussi que les interactions, elles évoluent. Ce qui est intéressant, c'est que, ça permet d'avoir des points de débat qui souvent se rejoignent sur des sujets clés, et puis aussi des sensibilités différentes. Et puis deux, on voit que ça interroge aussi les membres du comité RSE sur quel rôle doit être le leur et versus quel rôle doit être celui du comité des parties prenantes. Et je pense que là, on est sur quelque chose d'un peu évolutif. On voit aussi que le comité, il fait bouger la gouvernance décisionnelle parce que et voilà, maintenant, les membres du comité RSE, ils savent ils se posent la question de savoir quel est l'avis du comité des parties prenantes sur une problématique. Et donc ça, nous, je pense qu'on est en train de se poser des questions sur peut-être créer davantage d'interactions un peu plus suivi entre certains administrateurs qui viennent peut-être assister demain à des réunions du comité. À voir. On voit encore une fois que c'est quelque chose de très évolutif et que c'est différent, je pense aussi, selon les formes d'entreprise et les tailles d'entreprise. C'est intéressant parce que ça interroge sur l'articulation entre la RSE et la mission.
La RSE étant une vraie démarche 360, donc on voit bien l'intérêt aussi d'intégrer les parties prenantes à la réflexion sur les bonnes pratiques de l'entreprise, sur les enjeux sociaux, environnementaux. Et aujourd'hui, avec la loi Pacte, je dirais que l'article 1833 a consacré la RSE comme une sorte d'obligation et que les administrateurs du conseil d'administration doivent prendre en considération les enjeux sociaux, environnementaux. C'est écrit dans la loi. Donc aujourd'hui, je dirais que ça, c'est la base et c'est la norme. Par contre, le sujet de la mission, c'est vraiment quel impact positif on va avoir. Et là, on n'est plus dans la norme, on est dans la transformation de l'entreprise, de son modèle économique, de son cœur d'offre. Et ça ne peut pas être piloté sous le conseil d'administration. C'est nécessairement un organe autonome, indépendant, libre, avec une liberté de parole et ce pouvoir de vigilance, voilà, ça y est, j'ai instauré le mot, je crois, qui est nécessaire pour aligner l'entreprise au regard de la mission dont elle s'est dotée. Je regarde le temps, il est 10h01. On adorerait continuer. On pourrait continuer, je vous l'avoue, à mon avis, 3 heures. Mais par respect pour les agendas des uns et des autres, on va s'arrêter là. Je retiens donc gouvernance partagée, pouvoir de vigilance, pas de modèle unique et surtout beaucoup d'évolution et d'adaptation à un enjeu très contextuel, à l'enjeu très contextuel de chaque entreprise. Merci beaucoup à Emery et Vincent. Emery, encore 1000 excuses pour d'avoir tronqué la mission Canif. Donc voilà. Et à très vite à tous les deux. Merci encore aux participants qui nous ont écoutés. Et j'espère que vous avez été inspirés.